Tous les 15 jours, AgoraPulse, en partenariat avec J'ai un pote dans la com, part à la rencontre des meilleurs community managers de France. Je suis Ambroise et aujourd'hui je reçois Mehdi Karam, CM de la marque Horace. Salut Mehdi. Salut Ambroise. Avant d'être un community manager, tu as été journaliste et c'est tout un symbole. En quoi aujourd'hui animer une communauté relève du journalisme ? Je crois qu'en fait les attentes sont claires. De toute façon, je vais rapidement tracer ce qui à mes yeux sont les points communs entre les deux professions qui peuvent à la base sembler éloignées voire opposées. Parce qu'il y a un côté communicant et un côté plus communicant certes, mais on n'attend pas une once de marketing dans le journalisme. Et je pense que la déontologie dans le CM et dans le social media management en général est quelque chose qui est très 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 attendu. Les gens qui lorsqu'ils ouvrent Instagram, Facebook ou Twitter sont saoulés d'emblée par les tentatives de désinformation ou de marketing un peu sauvage et agressif. Du coup, en fait, ils le repèrent tout de suite avec les filtres assez évidents de un acheté un offert ou les trucs écrits en énorme en jaune en police impact, ça leur plaît plus trop. Et du coup, en fait, je pense qu'il faut faire preuve de déontologie parce que sinon les gens vont pas cancel parce que c'est un mot très fort, mais vont en tout cas ne pas recevoir ton message comme tu voudrais qu'ils le reçoivent et tout de suite, en fait, te qualifier comme bullshit. Et l'autre point global, je pense, c'est qu'aussi, en fait, les gens sont très, très stricts en termes de syntaxe. Et ce qui est assez ouf, parce qu'en fait, le community manager peut faire une faute, ce qui est tout à fait humain, d'oublier un S ou une faute de frappe, et les gens verront plus que ça. Comme dans un article, en fait, où tu peux annoncer quelque chose d'hyper intéressant, une enquête de 100 lignes ou que sais-je, il suffit qu'il y ait une faute dans le titre et les gens vont te lâcher. Et pour moi, c'est les deux points communs que j'ai pu rencontrer majoritairement, la déontologie et la capacité à manier les mots. Donc cette formation de journalisme ne peut que te servir aujourd'hui en tant que community manager. Le pied gauche dans le journalisme et le pied droit dans la com, puisque après cette expérience dans le journalisme, tu vas intégrer plus ou moins, tu vas nous expliquer l'agence Darwin, qui est d'ailleurs très connue pour être derrière les coups d'éclat de Netflix, de YouTube, de Nike. Comment ça se passe cette transition vers la communication ? J'étais freelance. En fait, j'ai toujours un peu baigné dans la communication, sachant que je me suis jamais trop fermé de porte, dans le sens où j'ai été formé à la presse écrite avant toute chose, et où j'ai vite compris pour des réalités qui sont salariales ou qui sont simplement pour moi en termes de passion pas possible de réaliser. Du coup, en fait, j'ai directement lorsque j'ai vu que Darwin recherchait des nouvelles têtes, moi j'étais freelance, c'était pas forcément le moment le plus épanouissant de ma vie. Et du coup, en fait, j'ai envoyé mon CV comme une bouteille à la mer. On m'a rappelé en me proposant diverses opportunités en consultant, pas pour être directement dans les bureaux de Darwin. Et je me suis renseigné, bien sûr, comme tout le monde le fait sur Darwin. En fait, c'est le mot qui m'a le plus frappé, c'est le mot storytelling. Et c'est en fait, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est vraiment pour moi le point commun principal aussi entre le journalisme et la com, qui est le storytelling. Et en fait, cette transition s'est faite naturellement parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de différence que ça entre le fait de raconter une histoire, une interview, l'histoire de quelqu'un à des fins purement presse, comme à des fins en fait purement promotionnelles pour une marque ou pour un programme. Et du coup, c'est le projet en question sur lequel j'ai été placé par Darwin était France TV Slash, qui est le média, comment le dire, en des termes un peu désuets pour les jeunes de France Télé, parce que France Télé est au courant que le service public n'est pas forcément la cible privilégiée, enfin pas la destination privilégiée des jeunes. Du coup, c'était un peu France TV qui parle aux jeunes pour faire très grossier, et ils le font plutôt bien. Enfin, on l'a plutôt bien fait lorsque j'y étais. Enfin, j'estime l'avoir plutôt bien fait parce que si on parle du taux d'engagement, etc., ça a été plutôt un succès, plutôt un plébiscite. Après, tu parlais, désolé, je me suis un peu étourné de la question, mais tu parlais en fait de la transition, mais juste, je l'ai quasiment pas senti. Tant en fait, je trouve que chaque CM a un peu sa façon de parler. T'en as qui sont issus du marketing, d'autres du graphisme, d'autres de choses qui n'ont rien à voir avec la com. Et en fait, c'est un métier qui est tellement personnalisable en fonction du compte pour lequel tu travailles, des messages que tu veux faire passer et de la façon dont toi tu communiques personnellement, que moi, en fait, ma façon de communiquer a toujours été très journalistique, très, comme tu peux constater ici, j'aime bien parler, sans m'écouter parler, mais j'aime bien expliquer longuement, parce que je sais pas, j'aime bien raconter des choses. Et du coup, ça a beaucoup influé, en fait, sur ma façon de faire du CM. Et du coup, en fait, c'est là où j'ai compris que chez France TV Slash, je pouvais raconter des histoires aux gens,
du quotidien, les comprendre. Et c'est là, en fait, où j'ai trouvé ma façon d'exercer le métier de CM, quoi. Est-ce qu'on doit critiquer d'ailleurs cette frontière qui devient floue entre journalisme et communication? Critiquer, je sais pas, parce que c'est... La plupart des médias maintenant, en fait, vivent ou plutôt survivent tristement grâce aux réseaux sociaux. Du coup, c'est forcément une réalité à laquelle ils doivent se confronter, qu'en fait, un bon article, aussi profond soit-il, aussi bien écrit, aussi sourcé, s'il est mal mis en avant sur les réseaux sociaux, malheureusement, il n'aura pas le succès qu'il mérite ou qu'il ne mérite pas. Enfin, en tout cas, il sera très peu mis en avant et très peu lu. J'en ai vu plein des articles hyper profonds, mais qui font, allez, si on devait juger en like, hein, c'est chose qui ne veut pas dire grand-chose à mes yeux, 10 likes pour un truc hyper bien écrit contre 150 pour un truc pas hyper bien écrit, mais avec une accroche de ouf. T'es obligé, en fait. Après, la frontière est floue, mais je trouve que les médias jusqu'ici s'en sortent bien. Parce qu'en fait, moi, je vois pas les réseaux sociaux comme uniquement une vitrine, mais aussi comme un média à part entière. Et ça se remarque d'ailleurs où la plupart des rédactions, des potes à moi avec qui j'étais en école de journalisme, en fait, sont généralement dans des médias, mais dans le pôle Snapchat ou dans le pôle Instagram ou dans le pôle Twitter, ou un peu désuet, hein, mais ou TikTok pour les plus récents. Et en fait, tu constates que les deux métiers, en fait, sont souvent exercés pied droit pied gauche, comme tu disais. Cette double expérience, aujourd'hui, tu l'offres à Horace, hein, expérience journalisme, expérience communication. Horace, c'est un e-commerce de soins naturels pour hommes. Quelle place pour le marketing dans ta gestion des réseaux sociaux, justement? Parce que, comme tu dis, tu veux pas être que dans le promotionnel. Est-ce qu'il y en a quand même un peu? Enfin, comment tu régules tout ça? Tout est une question d'équilibre. C'est un peu facile dit comme ça, mais en fait, tu constates généralement, en faisant une grille, en fait, tu prépares ta grille à l'avance sans pour autant, tu vois. J'ai vraiment une réflexion média, en fait. C'est-à-dire que je sais que je devrais avoir un mois d'avance si je voulais être tranquille et passer mes week-ends sans faire de veille ou quoi. Mais je me refuse, en fait, un peu inconsciemment à avoir trop d'avance parce que je me laisse de la place pour la spontanéité et, entre guillemets, le breaking news. On fait beaucoup de mèmes, par exemple, tu vois, et un mème, je pense que tout le monde est bien passé pour le savoir, ça périme en aller 1-2 jours. Et un mème trop désuet, les gens t'insultent. Enfin, t'insultent. Mais les gens ne sont pas réceptifs du tout. Et en fait, c'est là, en fait, où l'équilibre se trouve chez Horace, c'est qu'en fait, il y a du marketing dans tout ce que je fais. Certes, c'est une réalité parce que je travaille pour une marque qui a un but mercantile, un but de chiffre, un but de chiffre, forcément. Mais en fait, c'est pas frontal, comme je te disais tout à l'heure, tu vois. C'est-à-dire qu'on essaye de jamais parler d'argent. Il y a des mots, en fait, que moi, je me proscris un petit peu volontairement. Code promo, acheter, tu vois, des verbes assez... Je préfère inciter en racontant une histoire. Par exemple, on lance en ce moment la solution Exfoliant Perfectrice, qui est un produit, en fait, à destination des personnes qui ont des peaux acnéiques et des rougeurs ou des imperfections. Plutôt que de dire, tu vois, admettons, on sort ce produit-là, achetez-le si vous avez telle chose. En plus, il coûte tel prix. Ça, c'est... Les gens dégagent, en fait. Ils te disent, non, en fait, on n'est pas sur Amazon, tu vois. Tandis que si tu leur montres des histoires de gens, des témoignages, tu prends des personnes, par exemple, tu vois, qui... Nous, ce qu'on a fait, par exemple, tu vois, c'est qu'on a contacté 2 mois à l'avance des personnes qui n'avaient rien à voir avec nous en leur disant, ça vous dirait de l'essayer. Et du coup, sur 2 mois, on a discuté avec eux, on avait des groupes WhatsApp, ils nous envoyaient des photos, etc. Et on a uniquement mis leur témoignage en avant, sous forme d'avant-après, qui peut sembler quelque chose de très commun sur les réseaux sociaux, surtout dans le skincare. Mais en fait, en montrant, tu vois, des tranches de vie de personnes ou des témoignages, ou ce qu'on appelle des UGC, des User Generated Content, où des gens font des photos, nous les envoient, pour moi, c'est ça la place du marketing. C'est juste raconter les histoires des gens et les laisser le libre arbitre aux gens de dire ça m'a donné envie d'acheter ou non, mais ne jamais leur dire d'acheter frontalement. L'e-commerce, pourtant, c'est un secteur très héroïste. C'est biberonné aux statistiques de partout. Comment fais-tu pour avoir cette liberté au sein d'Horace ? En fait, ça, c'est vraiment la volonté de Marc Brouillant-Terlet, le cofondateur d'Horace, qui lui, en fait, au début, a géré seul les réseaux d'Horace et qui a créé, en fait, ce ton, cette connivence, en fait, je suis arrivé chez Horace en octobre, il y a de ça un peu moins de 6 mois, et directement, en fait, il savait, en voyant mon profil, que j'étais une personne qui aimait le storytelling, qui aimait raconter des histoires. J'ai d'ailleurs dû faire un exercice pour intégrer Horace, où j'ai vachement mis en avant, en fait, le fait de parler aux gens, de réfléchir médias, de penser médias sur Instagram, parce que c'est vraiment une plateforme, tu peux tout faire sur Instagram. Tu peux faire du mème, de l'infographie, de l'histoire, tu vois, tu peux même faire que du texte si tu en as envie. Donc, en fait, c'est hyper complet. Il n'y a pas eu complet à ce jour, en fait, mais à part des sites très bien montés, mais en fait, sur Instagram, c'est hyper complet et ça se consomme hyper facilement.
Du coup, en fait, il faut réfléchir média pour Instagram. Pour moi, même pour une marque, au-delà des marronniers type fête des mères, Saint-Valentin, fête des pères, tout ce que tu veux, tu dois réfléchir lorsque tu fais un post, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que j'apprends aux gens? Qu'est-ce que ça dit de moi, en fait? Et en quoi, en fait, ils vont sortir un peu informés, en fait, tout simplement, de mon post. Euh, et du coup, en fait, les métriques, forcément, sont les likes, parce que c'est la face visible, en fait, de tout. Mais en fait, on se rend compte que la notoriété est plus importante que l'achat pur. Et ça se traduit, en fait. Nous, on le constate dans les chiffres ensuite. Tu vois, lorsque je fais mes bilans mensuels, on constate que les redirections marchent beaucoup plus lorsque tu racontes une histoire aux gens et que tu leur laisses, en fait, à la fin, l'opportunité de cliquer ou non sur ton lien, plutôt que de dire achetez ici. Donc voilà, en fait, j'ai encore une fois beaucoup de mots pour dire des choses simples, mais en fait, c'est juste le storytelling fait largement sa part du boulot lorsqu'on parle de ROI ou de redirection vers la plateforme d'achat. Alors là, tu as parlé de la théorie, parlons de la pratique. Justement, quand tu mets en pratique cela, de quel contenu es-tu le plus fier chez Horace, où tu dis ça, justement, on était au bout de cette manière de faire, de cette philosophie de contenu, et on a eu le retour escompté en termes d'engagement, de notoriété? On a fait un pari autour du 14 février, où en fait on fait face à des réalités qui sont les mêmes pour tout le monde, j'imagine, en France et dans le monde, qui sont les augmentations en fait, du prix des matières premières, électricité, gaz, carton, j'ai pas la liste totale, mais et du coup en fait on a dû augmenter nos prix. Chose qui en fait de base semble bad buzz, perte de clients, gens qui râlent, vous êtes tous les mêmes, on n'est pas des moutons. Enfin, le climat, en gros, est assez tendu en France en ce moment et ça aurait pu se comprendre, en fait, qu'on ait ce genre de retour. Du coup, on a travaillé, enfin, j'ai travaillé, mais avec Tatiana Moreau, qui est ma head of social chez Horace, en fait, à écrire un petit texte très simple infographique qui fait même pas 100 signes, en fait, pour expliquer aux gens. Ça aurait été bête de faire l'omerta là-dessus, ça aurait été bête de les augmenter en cachette. Ils nous en auraient voulu, surtout que ça va pas avec la démarche qu'on a habituellement. Et en fait, le post est très simple. Comme le titre, pas de fantaisie, nos prix vont augmenter. Voilà, point. Avec une traduction en anglais, parce qu'on a beaucoup d'anglais. Et on explique point A, point B, point C, en fait. Et j'avais la boule au ventre en le publiant, parce qu'en fait, je l'ai publié vers 13h, qui est, nous, notre heure favorite. La pause déj, en fait, on se dit toujours que les gens sont sur leur téléphone à la pause déj. C'est vrai qu'on privilégie beaucoup, enfin, je vais pas donner tous nos secrets de publication. Et en gros, on a eu un plébiscite total avec 2-3 personnes qui disent vous voulez pas plutôt faire ça, parce qu'il y a toujours des gens qui savent mieux que nous, c'est le propre des réseaux sociaux. Et en fait, les gens étaient hyper contents qu'on leur dise, en fait. Et ça rejoint, en fait, tout ce que je disais avant avec le storytelling et la déontologie. Tant que tu dis les choses aux gens et que tu leur dis honnêtement, sans faire des fantaisies, sans tourner tes phrases de manière très politique, avec de la prétérition et des moyens détournés de faire passer un message, il faut juste être frontal. Des emojis si tu veux être mignon et que ça passe forcément toujours mieux, le sucre dans le café. Mais juste ça, en fait. Et je suis très fier, en fait, d'Horace là-dessus, de moi aussi, parce que c'était quand même quelque chose qui pouvait aussi me tomber dessus. Si les gens disaient je quitte Horace, j'achèterai plus jamais. Mais je suis très fier, en fait, de ce ton. On n'est pas les seules marques à l'avoir fait, bien sûr, hein, d'autres marques l'ont fait, d'autres marques ont dû augmenter leur prix. Mais je suis très fier que ça ait été reçu comme ça. Parce que je pense pas que d'autres marques, s'ils avaient passé le même message, ça aurait été reçu pareil. C'est intéressant que tu parles des autres marques parce que c'est ma question que j'ai envie de te poser. Cette philosophie du community management, celle de raconter des histoires, celle de créer un relationnel, est-ce que c'est applicable à toutes les marques? Est-ce qu'il n'y en a que quelques-unes qui ont la chance de pouvoir construire cela? Ou alors c'est de se dire non, si c'est bien réfléchi, bien travaillé, bien amené, tout le monde peut le faire. Sans doute. Et je pense qu'en fait, il faut rester dans son prisme, en fait. Je parle pas de Carquois, mais par exemple, j'ai vu un mème de Yugnat, il y a Yugnat 999, enfin, j'imagine que tout le monde, 666, je sais plus ce que c'est exactement son pseudo. Un mème, en fait, avec Jamie de On n'est pas sorcier, qui a une casquette à l'envers qui est grimée en Jones, avec un Z à la fin, qui dit, yo, super idée, je sais plus. Et la légende, c'est quand les marques essayent de faire des mèmes. Donc, en gros, l'air de dire, arrêtez de faire des mèmes parce que ça vous voit et c'est ridicule. Mais en fait, je pense qu'il a tort et pas tant que ça à la fois, dans le sens où il faut d'abord identifier sa cible, à qui tu parles. Ça sert à rien pour des marques type
des marques très instit ou alors avec une communauté plutôt âgée, d'essayer de parler à des jeunes en employant leurs moyens. Parce que leurs moyens qui sont, par exemple, le mème ou alors le TikTok ou quoi, si tu n'as pas, en fait, les moyens de le faire, je veux dire, en fait, oui, c'est donné à tout le monde. Je vais répondre d'abord frontalement à ta question. Oui, c'est donné à tout le monde, si tant est que tu comprends ce que les gens attendent de toi. Je pense pas que les gens, par exemple, en suivant Horace, s'attendent à ce que je sois le roi du mème ou à ce que je sois le meilleur conseil de série Netflix au monde. Ils s'attendent de moi à ce que je leur donne des conseils skincare, à ce que je réponde à leurs questions, à ce que je réponde à des choses qu'ils n'assument pas forcément. Horace, c'est particulier parce qu'on parle à des hommes de peau, de cosmétiques. On a même lancé un vernis. Ce qui sont des choses, en fait, qui, dans l'imaginaire collectif, sont pas encore complètement intégrées comme étant des choses masculines, ou alors du moins neutres, ou alors juste non-genrées. Et on reçoit énormément de DM qui contrastent avec le peu de commentaires qu'on a parce que les gens préfèrent nous parler en DM. Et nous, on a compris ça, en fait. Je parle à travers mon prisme, parce que je me parlais d'autres marques, mais en fait, on comprend du coup qu'en fait, les gens ont beaucoup d'attentes de nous en DM. Et du coup, on s'est développé plutôt dans la demande d'interaction privée que dans la demande d'interaction publique. Ce qui répond du coup à ta question en disant, on a su en fait que les gens préfèrent nous parler en privé qu'en public. Du coup, on arrête de mettre tant en avant les commentaires publics. Et alors qu'en fait, d'autres marques, ça va très bien marcher pour eux. Par exemple, de demander commente le premier hâte qui sort de t'offrir un McDo ou que sais-je. Et en fait, voilà ma réponse. En fait, c'est tant que tu as identifié ce que les gens attendaient de toi, tu peux faire tout ce que tu veux en community management. Ce lien avec la communauté, elle engendre pas mal de commentaires, tu viens de le dire, et pas mal de messages en direct. C'est indispensable du coup de répondre à tous, il n'y a pas le choix. Alors ça, je préfère placer un immense big up en fait. Enfin, big up, c'est très très obsolète comme terme, mais j'aime bien l'utiliser. En fait, chez Horace, on a un pôle customer, on appelle comme ça, service client, qui en fait répond à absolument tous les messages, que ce soit une insulte, un troll, un mème, un truc que t'as pas forcément envie de voir, ou alors juste un message d'amour. Toute la journée, en fait, ces gens sont là, et c'est un pôle de 4 personnes. Et en fait, c'est hyper important. Parce que les gens se sentent snobés par les marques. En fait, les 3 quarts des messages qu'on reçoit, c'est drôle, sont « vous allez sans doute pas répondre, mais… » Et en fait, bah si, on te répond en 5 minutes parce qu'en fait, on a envie de te répondre. Et ça crée un lien de confiance qui, encore une fois, tu vois, qui ne contient pas le terme acheter, qui ne contient pas le terme code promo, qui ne contient pas le terme pas d'impératif, en fait, que du conseil et ensuite, t'as le choix. Admettons, on reçoit un message, voilà, on se moque de moi parce que j'ai des boutons. Voilà, j'ai une calvitie, voilà, ma barbe pousse pas. Qu'est-ce que je peux faire? Et nous, nous vous conseillons ceci parce qu'on a créé ça. Est-ce que vous avez des questions sur ce produit? On peut vous en donner, on peut vous donner des réponses si vous avez des questions. Sinon, voilà ce qu'on a. Au revoir. Après, si la personne continue le dialogue et semble plus intéressée, on discute avec elle. Mais il n'y a pas de clique là et tu pourras acheter ça. Et en fait, oui, répondez à tous les commentaires. On répond à tous les commentaires. De toute façon, une personne qui nous met un cœur, on lui répond un cœur. C'est pas pour booster l'engagement parce qu'encore une fois, on n'est pas non plus des sauvages du bilan mensuel et du TA de partout. Simplement pour montrer aux gens, en fait, parlez-nous parce qu'on vous écoute et qu'on est là et qu'il y a des humains derrière Horace. C'est pas un compte automatisé avec des personnes qui regardent pas ce que vous faites. Alors toi, en tant que community manager, forcément, tu es aussi, je pense, en alerte sur ce qui se passe autour, et notamment d'autres marques. Est-ce qu'il y en a une ou plusieurs qui t'inspirent particulièrement, où tu dis, ça, c'est du taf de community manager de ouf? Bon, je vais pas être très original, hein, mais je vais dire Netflix. Mais il faut rendre à César ce qui est à César, en fait. Je me suis pendant longtemps beaucoup inspiré de Netflix. Pour la simple bonne raison, c'est que je suis quelqu'un très méfiant sur les réseaux. Je suis pas forcément beaucoup d'influenceurs, voire 0, ou 1 ou 2, tu vois. Sans doute parce que je viens des médias et du coup j'ai appris à être sceptique surtout. Mais j'ai toujours l'impression en fait voilà qu'on veut me vendre un truc ou que à la fin en fait je suis le produit ou quoi. Je déteste me sentir le produit. J'ai beaucoup d'ego là-dessus. Et en fait Netflix m'a jamais fait sentir comme un produit en fait. Même si j'ai l'abonnement, hein, du coup forcément ils ont gagné. Mais en fait ce côté voilà, ce newsjacking permanent en fait, où dès qu'un truc sort, ils trouvent le moyen de l'adapter en fait à leur offre sans dire abonnez-vous. Ce ton aussi, tu vois, qui est très dédaigneux, très parlé, très alors que c'est un compte à 8 millions, enfin des millions d'abonnés, c'est international et ils te parlent comme si t'étais leur pote en fait. Et je trouve ça super. Donc ouais, Netflix, clairement.
Merci pour cet échange, Mehdi. C'était très riche et c'est chouette que tu aies pris le temps de discuter avec moi et pour Agora Pulse. On se dit à très vite. À très vite. Poursuivez l'écoute d'Histoire de CM, le podcast d'Agora Pulse, en partenariat avec J'ai un pote dans la com, et découvrez la voix des meilleurs community managers de France. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à en parler autour de vous et à nous le faire savoir sur Facebook, Instagram, Twitter, Discord et vos applis de podcast préférés. À bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire de CM.